Bonsoir tout le monde. J'ai mis la main sur 3 fils Reddit les plus flippants qui m'ont vraiment empêché de dormir. Like, abonnement et on plonge dedans. Je 26F vient de m'installer dans un village de 150 habitants et la caissière de l'épicerie m'appelle la nouvelle depuis 3 mois. Sauf qu'elle ne parle pas de mon arrivée. 150 habitants, un seul commerce et un mot qui colle à la peau. Je m'appelle Sixtine, j'ai 26 ans, je suis sage-femme. Il y a 3 mois, j'ai accepté un remplacement à la maternité du canton voisin et j'ai emménagé avec ma petite sœur Agathe, elle a 22 ans, dans un appartement sous les toits au bout de la rue principale. Si on peut appeler ça une rue principale. Le village compte 150 âmes, une église, un lavoir et une épicerie tenue par une femme qui s'appelle Colette. Le premier jour, on est entré acheter du café et du savon. Colette nous a détaillé de la tête aux pieds, puis elle a souri. Un sourire figé, celui qu'on plaque sur une photo de classe. Elle a dit « Ah, la nouvelle !» Pas « bonjour », pas « bienvenue », la nouvelle. 3 mois plus tard, elle m'appelle toujours comme ça, sauf que le ton a changé. Ce n'est plus un constat, c'est un avertissement. Mardi soir, j'ai fait tomber ma monnaie derrière le comptoir pendant que Colette était dans la réserve. Je me suis penché pour la ramasser et ma main a touché quelque chose de rigide sous une planche mal fixée. Un vieux registre à couverture cartonnée. Je l'ai ouvert. Des prénoms de femmes classés par décennie. Années 70, 80, 90, 2000. Chaque prénom était suivi d'une date unique. J'ai compté, chaque date tombait exactement 9 mois après la date d'arrivée de la femme dans le village. 50 ans de prénom, 50 ans de date. Et tout en bas, après la dernière entrée, une ligne vide. La ligne vide n'attendait qu'un prénom. Le village prenait soin d'elle. C'était justement le problème. J'ai essayé de me raisonner. Un vieux cahier avec des prénoms et des dates, ça pouvait être n'importe quoi. Un registre de naissance tenu par une commerçante curieuse. Une lubie de vieille femme isolée. Sauf que je n'arrivais pas à oublier la régularité de ces dates. 9 mois. À chaque fois. Pendant ce temps, le village nous couvrait d'attention. Madame Guérin, la voisine du dessous, montait des bocaux de soupe le dimanche. Le docteur Fourneau a insisté pour nous faire un bilan de santé gratuit à toutes les deux. Un service au village, il a dit, pour les nouvelles arrivantes. Agathe a trouvé ça charmant. Moi, ça m'a retourné l'estomac. Les femmes âgées s'arrêtaient dans la rue pour toucher les cheveux d'Agathe. « En pleine santé, celle-là !» disait l'une d'elles en hochant la tête comme si elle évaluait du bétail. J'ai commencé à observer. Le village n'a aucun enfant de moins de 10 ans environ. Aucun. Et les rares femmes jeunes que j'ai croisées, 3, peut-être 4, avaient toutes le même regard creux, tourné vers l'intérieur, comme vidé de quelque chose. J'ai cherché les prénoms du registre en ligne. Aucune trace. Pas de profil, pas de déménagement signalé, pas d'adresse suivante. Ces femmes sont arrivées au village et n'en sont jamais reparties. J'ai voulu en parler à Agathe. Elle a ri. Elle m'a dit que j'étais fatigué, que le village était paisible, qu'elle s'y sentait bien. Elle voit le docteur Fourneau régulièrement maintenant pour des visites de routine. Le matin, quand je prends la voiture pour la maternité du canton, je sens des regards derrière les volets. Personne ne bouge, personne ne fait signe. Mais les rideaux tremblent. Quelqu'un comptait les jours. Les registres officiels ne mentent pas, ils font pire, ils confirment. Je suis allé à la mairie. Le secrétaire, un homme sec qui ne m'a pas regardé dans les yeux, m'a laissé consulter les registres d'état civil sans poser de questions. Les naissances remontent à des décennies. J'ai épluché chaque page. Le schéma est limpide. Des naissances périodiques, espacées de quelques années, et chaque mère porte un nom qui n'apparaît nulle part dans les familles du village. Aucune femme née ici n'a jamais accouché ici. Chaque naissance vient d'une femme arrivée de l'extérieur. Le village ne se reproduit pas, il se réapprovisionne. En sortant, je suis passé à l'épicerie. J'ai demandé à Colette depuis combien de temps elle tenait le commerce. Elle a posé ses mains à plat sur le comptoir et elle a dit « Depuis toujours ». Son sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. Je n'ai pas insisté. À la maison, Agathe dormait sur le canapé à 15 heures. Elle qui ne fait jamais de sieste. Quand elle s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle avait des nausées depuis quelques jours, que le docteur Fourneau lui avait expliqué que c'était l'adaptation à l'air rural, un changement de pression ou quelque chose comme ça. Il lui a fait une prise de sang. Tout est normal selon lui. Je suis sage-femme. La fatigue,
Les nausées, la sensibilité aux odeurs qu'elle m'a décrites sans même s'en rendre compte, je connais ces signes par cœur, je les reconnais à l'aveugle. Mais Agathe brandit les résultats du docteur comme une preuve que je suis paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque, je suis piégé. Le carnet avec les dates exactes à 9 mois d'intervalle, c'est le détail qui me glace. C'est trop précis pour être une coïncidence. Ce qui me dérange le plus, c'est que Colette ne ment même pas. Elle ne se cache pas. C'est comme si elle savait que ça ne changerait rien que tu sois au courant. Le médecin qui falsifie des analyses sanguines, c'est un crime. Tu as porté plainte au Conseil de l'Ordre ? J'ai essayé d'appeler le Conseil le lendemain. La ligne passait, mais la personne au bout m'a dit qu'aucun docteur Fourneau n'était enregistré dans ce canton. J'ai vérifié 3 fois le numéro. C'est le bon. Il exerce quand même là depuis au moins 20 ans selon la mairie. Un médecin qui n'existe pas. Des analyses qui mentent. Et Agathe qui dort. Sixtine a publié une mise à jour. Le titre suffisait à comprendre. Agathe ne veut plus partir du village. J'ai acheté un test de grossesse à la pharmacie du canton, en cachette, pendant ma pause à la maternité. Je l'ai ramené et j'ai attendu qu'Agathe se réveille de sa sieste de l'après-midi. Elle a accepté de le faire pour me prouver que j'avais tort. 2 barres. Positif. Elle est restée assise sur le bord de la baignoire sans rien dire pendant une longue minute, puis elle a souri. Elle a souri comme les femmes du village sourient. Je suis allé voir le docteur Fourneau le soir même. Je lui ai mis les résultats sous le nez. Il n'a même pas scié. Il a dit « Oui, je sais. Les analyses que j'ai faites le montraient déjà. » J'ai ajusté les résultats pour ne pas la brusquer. Il a dit ça calmement, comme on explique une procédure de routine. Comme si falsifier des analyses sanguines était un geste médical parmi d'autres. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu que le village avait ses habitudes et qu'il fallait laisser les choses suivre leur cours. Le mot qu'il a utilisé, c'est « leur cours ». Pas le protocole, pas la science. Leur cours. Agathe refuse de partir. Elle dit qu'elle se sent en sécurité ici, qu'elle veut rester, que les femmes du village prennent soin d'elle. Madame Guérin lui apporte du bouillon matin et soir. 3 voisines que je n'avais jamais vues sont venues lui offrir des vêtements de bébé. Des vêtements qui sentaient le grenier et le temps passé. Le registre de Colette, les dates à 9 mois, les femmes venues de l'extérieur qui n'ont jamais quitté le village, tout se répète. Et cette fois, c'est ma sœur. J'ai grandi dans un village comme ça en Lozère. Les gens ne sont pas méchants, ils sont juste organisés autrement. Mais là, c'est un autre niveau. Pourquoi ta sœur ne veut plus partir ? C'est ça le vrai truc flippant pour moi. Ils lui ont dit quelque chose ? C'est exactement ce qui me fait penser que c'est pas juste social. Si la sœur change d'avis du jour au lendemain sans raison claire, il y a autre chose. Quelque chose dans l'eau, dans la nourriture, je ne sais pas. Le bouillon de Madame Guérin, matin et soir. Colette n'a même pas fait semblant de ne pas comprendre. Je suis retourné à l'épicerie avec le registre sous le bras. Je l'ai posé sur le comptoir, ouvert à la dernière page. Colette a baissé les yeux, puis elle les a relevés vers moi. Elle n'a rien nié. Elle a dit « La dernière a essayé de partir aussi. » Puis elle a pointé du doigt la maison d'en face, celle au volet gris que je voyais depuis notre fenêtre sous les toits. Une femme était assise derrière la vitre. La quarantaine, peut-être moins, difficile à dire. Elle ne bougeait pas. Elle regardait droit devant elle avec ce même regard creux que j'avais remarqué chez les autres. Colette a ajouté « Elle est arrivée en 2004, elle est toujours là. » J'ai repris le registre et je suis remonté chez nous. Aucune des femmes inscrites dans ce cahier n'a jamais quitté le village. J'ai attendu la nuit. À 1h du matin, j'ai réveillé Agathe. Elle n'a pas voulu se lever. Elle a dit qu'elle était bien ici, qu'on prenait soin d'elle, que le bébé serait heureux dans un endroit calme. Je l'ai tirée par le bras. Elle a résisté, mollement, comme si ses muscles n'avaient plus de force propre. Je l'ai portée à moitié jusqu'à la voiture. Le moteur a démarré et j'ai roulé vers la seule route qui sort du village, celle qui serpente entre les collines. Au bout de 800 mètres, les phares ont éclairé un mur de pierre, un éboulement. La route était bloquée. Personne au village n'en avait parlé. Personne n'avait l'air pressé de dégager quoi que ce soit. Agathe n'a rien dit. Elle regardait ses mains posées sur son ventre. Derrière nous, les lumières du village brillaient encore, chaudes et régulières, comme un foyer qui attend. La femme à la fenêtre.
J'ai lu ça à 2 heures du matin et je n'aurais pas dû. Passons à l'histoire suivante. Mon meilleur ami se souvient d'un voyage que j'ai jamais fait, et maintenant, moi aussi je m'en souviens. Publié dans Air No Sleep par Maxime Fleur Throwaway il y a 6 jours. L'iode, les ruelles, un prénom sans visage. Je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans et je suis fleuriste. Je vis en appartement avec ma compagne Camille. On est ensemble depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Mon meilleur ami s'appelle Rémi. On se connaît depuis le collège, 6e, la table du fond en SVT. Le genre d'amitié où on peut ne pas se parler pendant 2 semaines et reprendre exactement où on en était. Depuis quelques mois, Rémi glisse dans la conversation des références à un week-end qu'on aurait passé ensemble dans un village côtier breton il y a 2 étés. Un truc du genre « Tu te souviens de la crêperie près du port ?» ou « C'était quand même dingue cette brume le matin ?» Le problème, c'est que j'ai aucun souvenir de ce voyage. Rien. Pas une image, pas une sensation. Mais j'ai pas voulu passer pour un merde, alors j'ai acquiescé, j'ai souri, j'ai fait comme si. Et puis, des trucs bizarres ont commencé. Des flashs qui me tombaient dessus sans prévenir. Une odeur d'iode en plein milieu de la boutique alors que je montais un bouquet de pivoine. Une ruelle en pente, pavée, que je voyais derrière mes paupières quand je fermais les yeux sous la douche. Et un prénom. 3 syllabes, quelque chose en L, qui flottait au bord de ma conscience sans jamais se laisser rattraper. J'ai mis ça sur le compte du stress, de la fatigue, du déjà-vu. Hier soir, je cherchais une écharpe dans le placard de l'entrée. J'ai fouillé dans un vieux blouson que je mets jamais. Dans la poche intérieure, il y avait un ticket de péage, daté du week-end exact dont Rémi parle. Ma plaque d'immatriculation. Au dos, écrit de ma propre main, en lettres serrées, « Ne pas en parler à Rémi ». J'ai relu 3 fois. C'est mon écriture, j'en suis certain. Et je n'ai aucune idée de pourquoi je me suis écrit ça. Quelque chose s'est passé là-bas. Et Maxime s'est ordonné de se taire. Le ticket de péage n'a pas quitté sa table de nuit. J'ai rien dit à Camille. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le message au dos du ticket me visait moi, et que tant que je comprends pas ce que ça signifie, j'ai pas envie d'embarquer quelqu'un d'autre là-dedans. J'ai commencé à fouiller tout seul. D'abord, mes photos. J'ai remonté le fil de ma galerie jusqu'à l'été en question, semaine par semaine. Rien. Pas un cliché de plage, pas un selfie devant une crêperie, pas même un coucher de soleil flou pris par accident. Comme si ce week-end n'avait jamais existé dans mon téléphone. Ensuite, mes relevés bancaires. J'ai épluché le mois entier. Et là, j'ai trouvé un truc. Un plein d'essence à une station près de Rennes, daté du vendredi soir. 47 €. Je fais jamais le plein, d'habitude je mets 30 et je repars. 47 €, c'est un plein pour la route. À la boutique, c'est devenu pire. Mardi, en coupant des tiges de lys, j'ai senti le goémon. Fort, salé, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre sur le large. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Mercredi, j'ai entendu des mouettes. 2 cris aigus, nets, au-dessus de ma tête. On est en pleine ville. J'ai failli appeler Rémi pour tout lui demander en face. J'avais le téléphone en main, son nom sur l'écran. Et puis, j'ai revu les lettres au dos du ticket. Ne pas en parler à Rémi. Mon propre avertissement. Alors j'ai raccroché avant que ça sonne. Le truc, c'est que Rémi aussi a changé. Il en remet une couche à chaque fois qu'on se voit. Il me teste, j'en suis presque sûr. Il glisse un détail et il guette ma réaction. Comme s'il cherchait à savoir ce que je sais encore. Camille m'a demandé pourquoi je dormais si mal. J'ai dit que c'était le boulot. Elle m'a regardé sans y croire, mais elle n'a pas insisté. Cette nuit, juste avant de sombrer, le prénom est revenu. 3 syllabes. Quelque chose en L. Il était là, à portée, et il m'a encore glissé entre les doigts. Le nom approche. Maxime n'est pas certain de vouloir l'entendre. 3 syllabes. Il suffisait de poser la question. J'ai craqué. J'ai invité Rémi à boire un verre après le boulot, dans un bar près de la boutique. J'ai attendu la 2e bière pour glisser le sujet, l'air de rien. Alors ce week-end en Bretagne, c'était où exactement ? Il a souri. Un village près de la Pointe, il a dit. Des maisons en granit, un petit port avec 3 bateaux. On avait loué un gîte au-dessus d'une boulangerie. Tout coulait trop bien. Comme un texte appris. Pas un blanc, pas une hésitation. Chaque détail livré dans le même ordre, le même rythme. Je lui ai demandé ce qu'on avait fait le samedi. Réponse immédiate. Rando le matin, crêpes le midi, plage l'après-midi. J'ai poussé un peu.
Et on n'était que tous les deux. Là, une fraction de seconde. Ses yeux ont bougé vers la gauche, sa main s'est crispée sur le verre. Oui, il a dit, juste toi et moi. Mais c'est faux, je le sais maintenant. Parce que dans les flashs, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un assis sur des rochers, les pieds dans le vide, qui rigole en renversant la tête en arrière. Et le prénom est monté d'un coup, net, comme un mot qu'on a sur le bout de la langue depuis des jours et qui lâche enfin. Léo. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Le soir, en rentrant, j'ai fouillé l'appartement. Les tiroirs, les étagères, le fond des placards. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'avais la certitude que quelque chose était caché ici. Camille m'a trouvé à genoux devant le meuble de l'entrée, les mains dans une boîte à chaussures. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai fini par lâcher un bout de vérité. Rémi parle d'un voyage en Bretagne qu'on aurait fait ensemble. Je m'en souviens pas du tout. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Maxime, on était déjà ensemble il y a 2 étés. Tu m'as jamais parlé d'un voyage en Bretagne. » Soit je suis parti sans rien lui dire, soit je n'y suis jamais allé. Et dans les 2 cas, je comprends pas ce qui m'arrive. Le ticket de péage avec ton écriture au dos, ça m'a glacé. Ton subconscient essayait littéralement de te prévenir. Est-ce que Camille était au courant que tu étais parti ce week-end-là? Parce que si elle dit que tu étais à la maison, il y a un problème de plus. Rémi qui insiste pour en parler alors que vous aviez un pacte de silence, ça veut dire qu'il a besoin que tu te souviennes. La question c'est pourquoi maintenant? C'est exactement ce qui me ronge. Il a commencé à en parler il y a 3 semaines, comme ça, au milieu d'un dîner chez moi. Camille était là, elle a rien compris. Moi non plus sur le moment. Mais depuis j'ai retrouvé le ticket, puis le carnet. Et maintenant, je me demande si Rémi teste ma réaction pour savoir ce que je sais vraiment. Ou ce que j'ai fait. Camille n'a jamais su. Alors qui a conduit jusqu'en Bretagne ce week-end-là? Maxime a publié une mise à jour. J'ai retrouvé le carnet et Rémi m'a tout avoué. Camille dormait. Moi, je fixais le plafond depuis 2 heures. Je me suis levé et j'ai commencé à tout retourner, méthodiquement cette fois. Pas comme la dernière fois où je cherchais sans savoir quoi. Là, j'avais une intuition précise. Quelque chose de planqué, par quelqu'un qui voulait oublier, c'est-à-dire moi. J'ai vérifié les poches de chaque vêtement, les fonds de tiroir, les cartons du débarras. Et puis, j'ai soulevé le matelas. Il y avait un petit carnet à spirale, coincé entre le sommier et le cadre. Mon écriture. 3 jours de notes. Le premier jour décrit l'arrivée au village, les maisons en granit, le port, l'odeur du varech à marée basse. Le deuxième jour parle de la plage, des marées, d'un sentier côtier. Et d'un troisième, Léo. Il était avec nous. Il rigolait, il grimpait sur les rochers, il parlait trop fort. Chaque page du 3e jour est plus nerveuse que la précédente. L'écriture se resserre, les phrases raccourcissent. La dernière page ne contient qu'une seule ligne. C'est ma faute. J'ai appelé Rémi à 3 heures du matin. Je lui ai lu la première page au téléphone. Il a rien dit pendant 30 secondes, puis il a craqué. Léo, c'est son cousin. Il est venu avec nous ce week-end-là. Le dernier jour, il a marché vers la grève le soir. Il est jamais revenu. Les recherches n'ont rien donné. On s'est juré de ne plus jamais en parler. On a tout effacé, les photos, les traces, tout. Rémi dit que j'ai bloqué le souvenir entier, que ces dernières semaines, il testait si ma mémoire revenait, parce que la sienne, elle, a jamais cessé de le ronger. Je suis assis dans la cuisine avec le carnet ouvert devant moi et j'arrive pas à pleurer. Le fait que tu te souviennes de la ruelle en pente avant même de retrouver le ticket, c'est de la mémoire corporelle. Ton corps se souvient même quand ton cerveau refuse. Ce que tu décris ressemble à une amnésie dissociative. C'est pas rare après un trauma. Mais le fait que tes notes contiennent des détails que tu pouvais pas connaître, ça c'est pas dans les manuels. C'est ça qui rend ce poste différent des autres histoires de mémoire effacées. D'habitude, tu oublies ce que tu as vécu. Là, il se souvient de trucs qu'il n'a pas pu vivre. Soit quelqu'un d'autre a écrit dans ce carnet, soit Maxime était pas Maxime ce week-end-là. C'est ma faute. Mais la faute de quoi exactement? L'écriture était la sienne, les souvenirs non. J'ai relu le carnet ce matin, page par page, en cherchant à faire correspondre chaque ligne à quelque chose que j'aurais vu de mes propres yeux. Page 7, il y a une description de la baie vue d'en haut,
depuis un rocher en surplomb au bout du sentier côtier. Je suis jamais monté là-haut. Le vertige me paralyse à partir de 3 mètres. Rémi le sait, Camille le sait. Pourtant, c'est décrit avec une précision que je pourrais pas inventer. L'angle de la côte, la couleur de l'eau entre les récifs, un bateau échoué sur le flanc qu'on voyait pas depuis la plage. Page 9, le texte détaille le contenu d'un sac à dos. Une gourde cabossée, un couteau suisse avec la petite lame cassée, un carnet de croquis à moitié rempli. J'ai jamais possédé ce sac. J'ai jamais dessiné de ma vie. Ce sont les affaires de Léo. J'ai envoyé les photos des pages à Rémi. Il jure que Léo n'a jamais touché à mon carnet, que c'était le mien, dans ma poche de veste, que personne d'autre n'y a écrit une seule ligne. Mais l'écriture de ces passages, c'est la mienne et c'est pas la mienne. Les lettres sont les mêmes, ma façon de former les S et les R, c'est bien ma main. Mais les tournures changent, plus sèches, plus directes, comme si quelqu'un d'autre pensait à travers mes doigts. Je sais pas si j'ai absorbé les souvenirs de Léo sans m'en rendre compte. Je sais pas s'il a écrit là-dedans pendant que je dormais. Je sais pas si ce qui s'est passé ce week-end-là est quelque chose qu'aucun de nous ne peut affronter. Je fais plus confiance à ma propre mémoire. Et le carnet ne dit peut-être pas ce qui s'est passé non plus. Peut-être qu'il dit ce que quelqu'un avait besoin que je croie. Qui tenait le stylo ? J'ai grandi sur la côte bretonne. Ces villages en hiver, y a personne. Si quelqu'un disparaît là-bas hors saison, ça peut prendre des mois avant que quelqu'un remarque. Passons à l'histoire suivante. Je, 37 ans, homme, ai réservé un emplacement de camping dans le parc national et le garde forestier jure que le site a fermé en 1987. 3 jours. Ce message a été publié il y a 3 jours. Je m'appelle Théo, j'ai 37 ans, je suis photographe et je vis dans un appartement sous les toits avec ma famille. Je poste ici parce que je ne sais plus à qui en parler sans passer pour un dingue. Il y a 2 semaines, j'ai réservé en ligne un emplacement isolé dans un parc forestier des Vosges pour un projet photo sur les sous-bois en automne. Rien de bizarre jusque-là. Le site internet fonctionnait normalement, j'ai reçu ma confirmation par mail avec un numéro de réservation et des coordonnées GPS. Quand je suis arrivé sur place, la garde forestière, une femme qui s'appelle Sylvie Marbeuf, m'a dévisagé comme si je débarquais d'une autre époque. Elle m'a dit que l'emplacement que j'avais réservé n'existait plus depuis 1987. Un incident. Elle n'a pas voulu en dire davantage. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré la confirmation. Elle était toujours là, avec le numéro, les coordonnées, tout. Sylvie a secoué la tête et m'a dit de rentrer chez moi. Évidemment, je ne l'ai pas écouté. J'ai suivi le GPS à pied. Ça m'a mené à une clairière en retrait du sentier balisé. Le sol avait été retourné récemment, de la terre fraîche mélangée aux feuilles mortes. Au bord de la clairière, il y avait un ancien panneau de camping décoloré par le temps. Le numéro inscrit dessus correspondait exactement à celui de ma réservation. Et au pied du panneau, posé à plat sur la mousse, un Polaroid. Un enfant d'environ 4 ou 5 ans, debout dans cette clairière. C'était moi. J'ai appelé ma mère Nadine le soir même. Je lui ai décrit la photo. Elle m'a juré qu'elle ne l'avait jamais prise, qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans ce parc. Mais sa voix tremblait. Quelqu'un se souvenait de lui là-bas. Quelqu'un qui n'aurait pas dû. Le soleil rasait la cime des sapins. Théo avait 1 heure de lumière, peut-être moins, et une photo impossible entre les doigts. J'ai rappelé Nadine depuis la clairière. Quand je lui ai décrit ce que je tenais, l'enfant sur le Polaroid, le panneau avec mon numéro, la terre fraîche autour, elle s'est tue un long moment. Puis sa voix est revenue, sèche, méconnaissable. Rentre à la maison. Tout de suite. Aucune explication. Je n'ai pas obéi. Le crépuscule tombait et j'ai installé mon trépied. En cadrant la clairière sous différents angles, j'ai remarqué ce que j'avais manqué à l'arrivée. Des pierres en cercle autour d'un ancien foyer, placées en motifs géométriques. Des sardines de tente rouillées dans le sol à intervalles réguliers. Et la zone de terre retournée. De près, les marques de pelle étaient nettes. Quelqu'un avait déterré quelque chose ici, et pas il y a longtemps. J'ai réexaminé le Polaroid. Je suis photographe, je connais les émulsions argentiques. Ce type de film n'a été commercialisé qu'en 1991. Si c'est moi sur cette photo à 4 ou 5 ans, elle date de 93 au plus tôt. 6 ans après la fermeture du site.
J'ai tenté de photographier le Polaroid avec mon réflexe. 5 déclenchements. Sur chaque image, tout est net. La mousse, le panneau, mes doigts, sauf le visage de l'enfant, systématiquement flou. J'ai envoyé un SMS à Raphaël. C'est lui qui m'avait parlé de ce parc. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur cet emplacement. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. 5 mots. De quel parc tu parles ? Quand j'ai relevé la tête de l'écran, le sentier balisé par lequel j'étais venu avait disparu sous les fougères. Mon GPS pointait le parking tantôt au nord, tantôt au sud, sans jamais se stabiliser. Quelque chose dans ces bois décidait de ce qui pouvait être retrouvé et de ce qui devait rester enfoui. La forêt ne voulait pas le laisser repartir. J'ai retrouvé la voiture en suivant le GPS, mais les coordonnées du parking dérivaient sans cesse. 50 mètres au nord, puis 100 à l'est, puis de nouveau au sud. J'ai mis 40 minutes pour un trajet de 10. J'ai roulé droit au poste de garde. Quand j'ai montré le Polaroid à Sylvie Marbeuf, elle a blêmi. Ses mains tremblaient. Elle m'a lâché qu'en 87, une famille avait campé sur cet emplacement avec un petit garçon et qu'il s'était passé quelque chose. Le site avait été fermé, les dossiers scellés par l'administration du parc. Le code de réservation avait été effacé de la base de données. Ma réservation n'aurait jamais dû exister. Elle m'a ordonné de quitter le parc et de ne jamais revenir. Ce soir-là, dans mon appartement sous les toits, j'ai fouillé Internet pendant des heures. Pas un article, pas un rapport, pas la moindre rumeur de forum sur cet incident. Comme si rien ne s'était jamais produit à cet endroit. Vers 2 heures du matin, j'ai réexaminé le Polaroid sous la lampe de bureau, centimètre par centimètre. C'est là que je l'ai vu. Dans l'arrière-plan, à moitié dissimulé derrière un tronc de hêtre, une femme observait l'enfant. Ce n'était pas Nadine. Le coup du Polaroid m'a glacé. Qui prend une photo d'un enfant dans un lieu censé être fermé depuis des décennies et la laisse là comme ça ? Vérifie les archives de l'état civil pour 1987 dans ce canton. Si un incident a eu lieu, il y a forcément une trace quelque part, même si c'est enterré. En tant que photographe aussi, le détail qui me dérange, c'est le Polaroid. Ce type de film a une durée de vie limitée. Une photo de 1987 exposée aux éléments devrait être illisible depuis longtemps. Sauf si quelqu'un l'a déposée récemment. C'est exactement ce qui m'a retourné sur le moment. J'ai passé 20 ans à manipuler des tirages. Je sais à quoi ressemble un Polaroid vieilli. Celui-là avait l'air d'avoir 2 semaines, pas 40 ans. Les couleurs étaient encore saturées. Quelqu'un l'a placé là pour que je le trouve, et cette personne savait que j'allais venir à cet emplacement précis. Théo a publié une mise à jour. Le titre seul suffisait à comprendre que quelque chose avait cédé. Ma mère a fini par parler, et je regrette d'avoir insisté. J'ai appelé Raphaël hier soir. Je voulais comprendre pourquoi il m'avait recommandé ce parc précis. Il y a eu un silence, puis il m'a demandé de quel parc je parlais. Il m'a juré qu'il n'avait jamais entendu ce nom de sa vie, qu'il ne m'avait envoyé aucun lien. Je me souviens pourtant très clairement de cette conversation, lui me décrivant les sentiers, les sous-bois, le calme de l'endroit. Sauf que quand j'ai ouvert notre historique de messages pour retrouver le lien, la conversation n'existait pas. Rien ce jour-là. Rien la semaine d'avant non plus. Les seuls messages échangés à cette date sont une série de photos envoyées depuis le numéro de Raphaël. Des photos de l'emplacement en 1987. Herbe haute, pierre du foyer intacte, le panneau encore neuf. Et sur 3 d'entre elles, un enfant qui me ressemble trait pour trait, tenu par la main par une femme. Ce n'est pas Nadine. C'est la même femme que sur le Polaroid, celle qui se tenait derrière les arbres. Raphaël m'a rappelé ce matin, paniqué. Il dit qu'il n'a jamais envoyé ces photos, qu'elles n'apparaissent pas dans son propre historique. Je ne sais plus ce qui est réel. Je me souviens d'une conversation qui n'a jamais eu lieu. Mon téléphone contient des preuves que personne n'a envoyées. Chaque fois que j'essaie de m'accrocher à un fait vérifiable, il se réécrit sous mes yeux. J'ai bossé dans les Vosges pendant 6 ans. Il y a des emplacements qu'on a fermés après des disparitions dans les années 80. Personne n'en parle, c'est pas bon pour le tourisme. Ta mère qui brûle les photos dans l'évier, elle sait exactement ce qui s'est passé là-bas. Elle protège pas ta mémoire, elle protège la sienne. Totalement d'accord. Le réflexe de brûler plutôt que jeter, c'est quelqu'un qui veut être sûr que personne ne puisse récupérer quoi que ce soit. Elle a fait ça toute sa vie, j'en suis convaincu.
L'odeur de papier brûlé l'attendait derrière la porte. Quand je suis rentré à l'appartement, Nadine était dans la cuisine. Elle avait posé un carton dans l'évier et elle brûlait des photos une par une avec un briquet. Le papier se tordait, noircissait, tombait en cendres grises dans la bonde. Elle ne s'est pas retournée. J'ai dit son prénom. Elle a répondu sans me regarder. « J'aurais voulu que tu ne trouves jamais cet endroit. » Rien d'autre. J'ai attendu. Elle a continué à brûler. J'ai tendu la main vers le carton. Elle l'a écarté d'un geste sec, mais une photo avait déjà glissé sur le plan de travail, à moitié calcinée. On y voyait la clairière, les pierres du foyer, le panneau encore debout. J'ai retourné le fragment. Au dos, une écriture que je ne reconnaissais pas. Une date, 1987, suivie de mon prénom. Théo. Pas un mot de plus. J'ai compris à ce moment-là qu'il existait un chapitre entier de mon enfance que Nadine avait effacé. Des années, des lieux, peut-être des gens. Tout avait été gommé avec la même minutie qu'elle mettait à brûler ses photos. Et quelque chose dans cette forêt s'en souvenait mieux qu'elle, mieux que moi. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le fragment carbonisé entre les doigts. Nadine a rangé le briquet, essuyé les cendres dans l'évier et elle est sortie de la pièce. Je ne l'ai pas suivie. Le plus flippant, c'est pas la forêt, c'est que ton pote Raphaël n'a apparemment jamais envoyé ce lien. Alors qui t'a guidé jusqu'à cet endroit ? C'était la dernière histoire pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner.